Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est parti pour la dernière émission ici au Parlement européen. Vous avez vu, le décor a un petit peu changé pour cette dernière émission parce que l'agenda des eurodéputés et de l'endroit où on tourne est un petit peu compliqué. On arrive en période électorale, vous le savez peut-être, le 9 juin, on va devoir voter, même à partir de 16 ans pour les élections législatives européennes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour parler de sujets politiques, mais aussi des sujets qui concernent les jeunes. C'est ce qu'on fait toujours chez Scanner, une SBL qui prône l'expression des jeunes. On va chercher les jeunes dans la Fédération Wallonie-Bruxelles pour savoir comment ils se sentent et écouter ce qu'ils ont à dire. Alors pourquoi est-ce que je parle en on? Je suis accompagné de mes deux acolytes de toutes ces émissions, la 7e ici, Héloïse Vanet et Corentin Melchior. Héloïse, comment tu vas? Super bien, merci. Et toi? Est-ce que tu es prête pour cette dernière émission? Oui. Alors toi, tu vas, donc, comme à chaque fois, aller plutôt chercher les jeunes, voir leurs inquiétudes pour voir comment ici la politique peut régler leurs inquiétudes. Et enfin, Corentin Melchior, comment tu vas? Très bien, merci. Toi aussi, tu es prêt pour cette dernière émission? J'ai hâte, je n'attends que ça. Tant mieux, tant mieux. Toi, c'est plutôt l'inverse. Tu vas aller chercher dans la politique pour voir comment la politique peut influencer sur le quotidien des jeunes. Alors, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est essentiel, un sujet qu'on côtoie tous les jours sans le savoir. Il s'agit de la fatigue démocratique. Et pour parler de ça, nous avons un invité. Il s'agit de Pascal Durand. Bonjour Pascal Durand. Bonjour. Est-ce que vous êtes content de participer à Je suis l'émission? super fier de faire la dernière. C'est la Maintenant que je dernière sais que des c'est la dernière. Là, c'est que du bonheur. C'est tout de suite, je me dis... Non, bien sûr, je suis content. Et ça vous fait quoi de participer à une émission comme ça qui est organisée par des jeunes, vous le voyez, mais aussi pour des jeunes? Ça me fait plaisir parce que tout simplement, je veux dire, c'est l'essence d'un mandat. C'est qu'on est censé représenter les gens. Ça veut dire quelque chose, représenter. Ça veut dire qu'il nous donne un mandat. Donc, encore faut-il qu'on puisse échanger, débattre, entendre les critiques, les compliments. Il n'y en a pas souvent, mais de temps en temps, ça fait du bien aussi. Et voilà, donc c'est très important pour moi. Voilà. Donc vous êtes accompagné aujourd'hui avec la génération de demain pour vous présenter, pour les personnes qui ne vous connaissent peut-être pas. Il y en a plein, c'est plutôt ceux qui me connaissent. Pour celles qui ne vous connaissent pas, on a préparé un petit texte à trous qu'on soumet à toutes les personnes qu'on interviewe pour que vous soyez présentés sur le même pied d'égalité. Alors, donc, je lis le début de la phrase comme si j'étais vous et vous le complétez. Vous êtes prêts? On va essayer. Alors, je m'appelle Pascal Durand. Au Parlement européen, ma fonction actuelle, c'est député. Et je suis député depuis 2014, juin 2014. Mon parti au sein de l'Union européenne, c'est j'ai pas de parti, j'ai un groupe. Je suis membre du groupe des socialistes et démocrates, mais je fais partie des députés qui n'ont pas de parti politique. Voilà, je suis un électron un peu libre. Et si je devais un peu résumer l'orientation politique de ce groupe, ce serait? Du groupe, c'est une social-démocratie, c'est-à-dire une démocratie qui essaye d'intégrer la dimension sociale dans la logique économique. Voilà, c'est pour faire vraiment à la hache. Après, il y a, comme dans tous les groupes, il y a beaucoup de sensibilité. Moi, je viens de l'écologie. Il y en a qui viennent des syndicats. Il y a un peu de tout. Mon groupe et moi, nous luttons particulièrement pour et contre. Pour un monde qui soit plus juste, plus fraternel, contre un monde de haine et d'exclusion. Et si je pouvais faire voter là, aujourd'hui, maintenant, sur ce plateau, une directive, ce serait laquelle? Une seule, c'est compliqué. On a voté le Green Deal, on a essayé de poser des normes environnementales importantes, j'allais dire une norme sociale très forte. C'est-à-dire le fait, par exemple, qu'on lutte clairement contre le chômage des jeunes, c'est quelque chose qui, pour moi, me paraît impossible, dans la zone la plus riche du monde, qu'on ait parfois 20-30% de la jeunesse qui n'est pas en capacité de trouver sa place dans la société. C'est pour moi un truc, donc vraiment quelque chose à faire. S'il n'y en avait qu'une, ça serait d'intégrer la jeunesse. Justement, la place de la jeunesse, vous l'avez en partie dit, dans la politique européenne, la place de la jeunesse, c'est insuffisant. Le mot qui vient immédiatement, c'est insuffisant. Il n'y a pas suffisamment de jeunes, il n'y a pas suffisamment de liens, il y a trop de personnes qui s'accrochent à leur mandat. Donc la place de la jeunesse, c'est... moi, il y a quelque chose qui m'énerve tout le temps, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des réunions avec les jeunes, mais ça ne rate quasiment jamais, les députés commencent par « vous êtes l'avenir de l'Europe ». Et moi, ça me rend un peu fou, parce que vous n'êtes pas l'avenir de l'Europe, vous êtes l'Europe, autant que nous. Et à chaque fois que j'entends, mais pas simplement les vieux, quelqu'un qui est un peu installé, il dit voilà, les jeunes, vous êtes l'avenir de... Non, c'est l'Europe, c'est ce qu'on en fait là, maintenant, tous. Et mais même ceux qui n'ont pas le droit de voter, je veux dire, ils font partie de l'Europe, ils sont une part entière de l'Europe. Voilà. Donc, pour moi, vous êtes l'Europe, bien sûr. Je ne m'exclus pas, si des jeunes, oui, mais je veux dire, je ne m'exclus pas de l'Europe, mais
j'en ai un peu assez de cette espèce d'opposition qu'on essaye de faire entre les jeunes sont le futur, puis nous, vous comprenez, on est les gens sérieux, on est le présent. Non. Eh ben, aujourd'hui, justement, dans cette émission, la jeunesse, elle a une grande part, c'est important. Et aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement de fatigue démocratique. Donc, avant de se lancer un peu dans le concret, Pascal Durand, on a Corentin qui va un peu expliquer aux personnes qui nous regardent ce que c'est, au final, la fatigue démocratique. Tout à fait, Robin. Alors, il est important de définir les termes que nous allons utiliser durant cette émission. Alors, l'expression fatigue démocratique désigne des citoyens et des citoyennes qui éprouvent un désintérêt, entre guillemets, envers les processus électoraux ou les institutions dites démocratiques. Alors, plusieurs éléments permettent de comprendre ce phénomène. On peut citer par exemple le fait que certains États démocratiques, tels que les États-Unis, tentent d'imposer leur modèle, leur mode de fonctionnement dans d'autres régions du monde par la force. Le fait que les médias d'autres pays, tels que la Chine ou encore la Russie, renvoient une image exagérément déficiente de notre système démocratique, ou encore plus proche de chez nous, le fait que certains partis politiques laissent entre guillemets tomber leur idéologie au profit, on peut dire, d'une certaine gestion pragmatique en politique. Alors tout ça permet d'expliquer cette défiance des citoyens envers des systèmes politiques, démocratiques, imparfaits par définition. Alors, je tiens juste à préciser que cela ne veut pas dire pour autant que les citoyens éprouvent un désintérêt pour les questions politiques, mais bien une lassitude pour les systèmes politiques. Merci Corentin. Écoutez, je l'ai dit juste avant, Scanner, c'est une association qui va chercher les jeunes dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et de base, on travaillait surtout avec des textes. Et donc, on va passer à la première rubrique avec Héloïse, qui va nous transmettre un texte, un témoignage d'un des jeunes. Oui, donc ici, je vais vous lire le témoignage de Wael, 15 ans, et après, on pourra en discuter ensemble. Du coup, Wael, 15 ans, dit « Je ne fais pas l'apologie des émeutes, mais c'est la réaction d'une tristesse incontrôlable, d'énervement et d'injustice qui fait naître ce comportement. » Donc on sait que les émeutes peuvent être considérées comme un moyen d'expression pour les personnes qui n'auraient pas d'autres moyens pour parler, pour se faire entendre que la révolte. Dans un premier temps, on peut se demander comment, à l'heure actuelle, des émeutes surgissent encore dans les pays membres. Et ces émeutes ne montrent-elles pas que le fonctionnement actuel de la démocratie ne permet pas à tout le monde de se faire entendre, justement ? Bien sûr que si. Bien sûr que si, enfin, c'est une évidence. La violence est toujours un échec. Toujours. Et je le dis aussi en tant qu'avocat, quand vous voyez, quand vous allez dans un litige, un procès, des gens qui se frappent, c'est toujours un échec. Des jeunes qui sont obligés de descendre dans la rue et qui n'ont pas d'autre capacité d'expression que de mettre le feu, parfois même à leur propre collège. Donc ils sont dans une révolte, mais ça veut dire évidemment qu'il y a un déficit, qu'il y a un échec en amont d'intégration, de capacité à leur montrer que l'école, c'est pas un adversaire. Vous savez, il y avait quelque chose qui m'avait marqué il y a très très longtemps, vous n'étiez pas né. Il y a eu des révoltes extrêmement violentes à Los Angeles, dans un quartier, le quartier du Watts, et les jeunes étaient descendus après la mort d'un jeune qui avait été tué par la police. Déjà, à l'époque, il y avait ces problèmes-là. Et ils avaient foutu le feu partout, dans leur quartier. Ils n'étaient pas sortis du quartier, d'abord parce que la police, vous pouvez foutre le bordel chez vous, mais vous n'êtes pas quand même dans nos quartiers. Mais ce qui était incroyable, c'est qu'ils ont tout cramé quasiment, sauf les McDo. Pourquoi ils n'ont pas cramé les McDo ? Et il y a eu énormément de sociologues qui se sont posé la question, et en fait, parce que le McDo était quasiment le seul endroit où, pour eux, ils étaient reconnus en tant que tels. Ils y bossaient, ils y mangeaient, ils y étaient respectés. Et je ne veux pas dire par là que c'est bien d'aller cramer les écoles et c'est bien de laisser les McDo. Mais en revanche, c'est très important de se demander pourquoi. Et cette incapacité qu'on a eue, parce que le « on », c'est un « on » général, hein, c'est la société, mais il y a les jeunes, mais nous on a eu en France les gilets jaunes. Et il y a beaucoup de choses à dire sur les gilets jaunes, mais il y a quand même là aussi une évidence. Le fait de mettre un gilet jaune, le fait de vouloir être vu. Pourquoi est-ce qu'on met un gilet jaune dans la rue, sur les vélos on met un gilet jaune pour être vu, pour dire « j'existe ». J'existe. Vous me voyez là bon. Donc, moi, jamais vous me verrez défendre la violence. Parce que je sais qu'à la fin, de toute façon, outre le fait qu'il y a des blessés, tout ça est terrible, mais je dirais, elle n'apporte rien. Cramer un collège, cramer une bibliothèque, cramer une mairie, cramer un tribunal, cramer la bagnole de la personne qui, le matin, a besoin de cette bagnole, qui parfois s'est endettée pour pouvoir la payer. Enfin, je veux dire, tout ça, voilà, concrètement, c'est nul. Mais ne pas comprendre aussi qu'il y a quelque chose derrière et que ce quelque chose, c'est notre incapacité à pouvoir donner un avenir. C'est pour ça, quand je parlais tout à l'heure de laisser la jeunesse en dehors de la société,
ouais, c'est pas possible. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est une souffrance. Et du coup, ici, je me verrais de rebondir sur les gilets jaunes. On peut aussi se poser la question de comment se fait-il que dans des manifestations dites passives, il y a quand même des restrictions au niveau de l'État, voire des violences au niveau de l'État. Et ça ne serait pas quand même une certaine forme d'atteinte à la démocratie? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Il y a des comportements trop violents. On ne peut pas le dénoncer aux États-Unis, en Israël, et puis le dire chez nous, tout va bien. Non, c'est pas. Là non plus. Hein, je ne mets pas tout sur le même niveau. Mais il faut essayer d'être objectif. Quand on voit des tirs, par exemple, de balles, moi, il y a très longtemps, on avait demandé qu'on arrête les tirs avec les flashballs, notamment, tir tendu officiellement, c'est interdit, mais la réalité, c'est que dans la pratique, il y en a. Donc ça fait très longtemps qu'on se bat pour essayer de baisser la pression. Moi, j'ai connu des manifestations, et j'en ai connu, c'est le privilège d'être ancien, mais on avait des manifestations pacifiques, avec, j'allais dire, presque joyeuses. On se marrait, où il n'y avait pas de violence. Et qu'on pouvait faire passer un message, et on le faisait dans la joie et la bonne humeur. Et c'était très important. Et là, moi, j'ai connu des manifestations. Quelque part, j'ai le même problème dans les matchs de foot. J'ai connu les matchs de foot gamins, on pouvait y aller, j'étais gamin, on pouvait y aller en famille, il n'y avait pas de problème. Il y a quelques années, j'ai amené mon gamin au parc, on s'est pris une canette de bière. Voilà, c'est quelque chose. Donc cette violence dans la société, on la retrouve dans beaucoup d'endroits, on la retrouve aussi malheureusement au sein des institutions, mais elle répond aussi à une violence qui a grandi en face. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vu par exemple dans les Gilets jaunes, et ça je l'ai vu de l'extérieur, mais ça s'est vu de manière flagrante, c'est que toute une partie de Black Bloc, de jeunes qui arrivaient pour casser, qui parfois ne revendiquaient rien d'autre qu'à des casser, finalement ils étaient acceptés par les manifestants. C'était pas ok, allez, eux ils vont au carton, presque, je dis pas qu'ils étaient valorisés ou glorifiés, enfin bon, le côté, voilà, ils sont courageux, ils vont affronter mais enfin, ça je trouve que c'est un échec aussi. C'est un échec aussi. Enfin, le fait de valoriser l'agression de forces de l'ordre, ça n'a aucun intérêt, autre d'ailleurs que de permettre après aux forces de l'ordre elles-mêmes de se déchaîner, parfois volontairement. Ce n'est pas souvent le cas, hein, mais il y en a qui aiment ça aussi, hein, la baston des deux côtés. Mais elle est où la revendication sociale? Elle est où notre capacité de vivre ensemble et de discuter? Voilà, moi je préférais que les jeunes puissent discuter avec les forces de l'ordre et avec la police, et que la police discute avec les jeunes pour dire comment on fait, quoi. Pascal Durand, on aura quand même l'occasion de reparler de l'évolution de la violence par la suite. Okay. Ici, vous, en tant qu'eurodéputé, vous côtoyez souvent des personnalités publiques. Corentin, ici, va vous lire une déclaration publique qui a eu lieu, qu'elle soit politique ou non, dans cette rubrique-ci, et on vous invite ensuite à y réagir. Tout à fait. Alors, la question de la fatigue démocratique, elle interpelle tant les politiciens que les ex-politiciens, encore les politologues. C'est le cas notamment de François Hollande, donc ancien président français, et d'Étienne Aulion, qui est politologue également français. Tous deux ont livré récemment un entretien au journal Le Monde. Dans cet entretien, tous les deux essayent de comprendre pourquoi il y a une fatigue démocratique, mais également de dégager des pistes de solutions. Et justement, Étienne Aulion et François Hollande proposent quelque chose, la démocratie dite participative. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un système dans lequel on confie, entre guillemets, toujours le pouvoir entre les mains de représentants du peuple, tels que les députés, mais dans ce système, on concerte davantage les citoyens et ils peuvent être à la base de certaines initiatives, via notamment des référendums. Alors, Pascal Durand, on va lire 2 petits extraits et on en parle juste après. Alors, monte en France une aspiration réelle à la démocratie participative. La démocratie participative doit cependant être encadrée. Les citoyens ne décident pas à la place des élus. Je n'oppose pas démocratie participative et démocratie représentative, elles doivent s'éclairer mutuellement, ce qui suppose le respect de l'élection, nous dit François Hollande. Étienne Aulion, lui, nous dit plutôt que la démocratie participative, elle a 3 ambitions. Impliquer les citoyens dans le processus de décision, tout simplement, enrichir la discussion politique et publique, et enfin donner de la légitimité aux décisions politiques. Cependant, ces instances ne sont pas là pour se substituer au Parlement, mais pour nourrir la discussion et émettre des propositions. Alors Pascal Durand, ma première question elle est très simple. Est-ce que vous aussi, à l'instar d'Étienne Aulion et de François Hollande, vous pensez que la démocratie participative, c'est un outil, c'est une solution face à cette fatigue démocratique finalement ? Oui, non seulement je le pense, mais on l'a mis en œuvre, on a essayé de la mettre en œuvre avec la conférence pour le futur de l'Europe. C'était exactement ce qu'on avait demandé. On avait demandé à ce qu'il y ait une grande convention citoyenne qui ait vocation à librement
réfléchir, échanger, ça s'est fait. Il y a eu 6 ou 7 week-ends. Il y avait 33% de jeunes d'ailleurs, ils étaient surreprésentés. Il y avait plus de 500 représentants de l'Union européenne. Je parle là des citoyens, de la société civile, des syndicats, etc. Et ça a été un travail absolument passionnant où on ne s'est pas opposés les uns aux autres, au contraire. Il y avait un collège député, il y avait le collège société civile, etc. Et on a discuté, échangé. Et on a discuté de la manière dont ils voyaient l'Europe, ce que ça représentait pour eux, comment ils voulaient la faire bouger ou pas, qu'est-ce qu'ils sentaient bien, qu'est-ce qu'ils sentaient mal. Et donc, c'est très, très important. Moi, je n'ai jamais opposé, j'ai toujours défendu, je me suis battu ici pour les initiatives citoyennes, enfin, je me suis vraiment battu pour qu'on ait une démocratie vivante. Alors moi, je ne dis pas qu'elle est fatiguée, mais voilà, il faut la réveiller, il faut effectivement avoir des instances d'échange. On a porté, mais on a perdu, on n'a pas eu de majorité. Moi, j'avais porté un amendement qui demandait à ce qu'il y ait une convention citoyenne permanente pour l'Union européenne, mais permanente. C'est-à-dire qu'on a les moyens de la mettre en œuvre. Elle ne se réunirait pas, quand je dis permanent, elle ne se réunit pas en permanence, mais elle est là de manière permanente pendant les 5 ans, et que tous les textes que la Commission, puisque la Commission est la seule à pouvoir présenter les textes, on n'a pas l'initiative des lois, nous, au Parlement, avant, pas tous, évidemment, il y a plein de textes techniques, on s'en fout, enfin, je veux dire, on ne va pas les mettre en débat, et puis on n'a pas les compétences, ni vous, ni moi. Mais en revanche, il y a des textes politiques, des textes d'ambition, d'enjeux, la défense, la sécurité, la jeunesse, le social, le salaire minimum, etc., qu'on les mette en débat en amont. Ça ne veut pas dire que la Convention citoyenne ou l'Assemblée citoyenne va prendre la décision, parce qu'effectivement, il y a des processus démocratiques à respecter, mais ça veut dire qu'elle va échanger, qu'elle va éclairer. Et qu'on va prendre un peu de temps, parfois, pour échanger et débattre. Et vous dites justement, on n'a pas de pouvoir décisionnel, mais on peut se poser la question, est-ce qu'on n'irait pas plus loin en permettant une démocratie directe? Donc, quelle est la différence, pour bien expliquer, entre la démocratie participative et la démocratie directe? Eh bien, c'est que dans la démocratie directe, on donne le pouvoir, entre guillemets, aux mains d'une partie de la population, notamment via des tirages au sort, par exemple, pour faire des assemblées citoyennes. Alors, ça a déjà été testé dans certains pays, tels que l'Islande, l'Irlande, ou encore d'autres régions du monde, et ça a apporté quand même des résultats assez encourageants, assez positifs. Est-ce que ce serait... Alors, à nuancer peut-être, mais est-ce que ce serait pas parce que sur la Constitution, mais je suis d'accord sur le fait de mettre en place ces process-là. J'ai défendu le process irlandais et islandais. On l'a beaucoup. Moi, je suis dans la commission des affaires constitutionnelles, donc justement, c'est ça. C'est au cœur de notre travail. Et j'ai vraiment suivi ces pratiques-là. Il faut les tester. Il faut les tester. Je ne dis pas qu'il y a une solution qui va tomber comme ça immédiatement. La démocratie représentative, elle ne s'est pas faite en 24 heures. Elle a mis des années, des dizaines d'années. Elle a commencé en Angleterre, aux Pays-Bas. En France, on a fait un truc. Même maintenant, on ne sait pas trop. Il y a des pays qui fonctionnent à la proportionnelle. Il y en a d'autres qui fonctionnent au scrutin majoritaire. Donc, ça veut dire qu'il y a des moments où il faut tester. Oui, à mettre en œuvre ces tirages au sort, ces conventions. On l'a fait quand j'étais député. Enfin, mon premier mandat, je l'ai fait chez les Verts. Chez les Verts, on a, dans notre assemblée générale, on a des militants tirés au sort qui ne sont pas élus, mais qui viennent par tirage au sort. Donc moi, tout ça, je trouve que c'est très bien. Après, la démocratie directe, je suis également d'accord, à condition, c'est-à-dire le vote direct sur des sujets, à condition qu'on prenne le temps du débat. Et que moi, j'ai un souci, je ne sais pas comment on peut le contourner. Par exemple, typiquement en France, les référendums, on ne vote quasiment jamais sur l'objet du référendum. C'est-à-dire que quand un politique, en l'occurrence maintenant ça serait Macron, mais ça pouvait être De Gaulle hier ou Mitterrand, quand vous amenez un référendum en France, les gens vont voter. En Belgique, je ne sais pas, je ne me prononce pas pour les autres pays, mais sur ceux que je connais, en France, ils ne vont pas voter sur l'objet du référendum, ils vont voter pour ou contre virer De Gaulle, pour ou contre virer Macron, pour envoyer une claque à Macron ou pour envoyer une claque à Hollande. Voilà. Ça, c'est un peu une perversion aussi possible de la démocratie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire qu'il faut se donner le temps, là aussi, de réfléchir, de regarder comment on peut le construire. Bien, en parlant d'aller chercher du coup l'avis de la société civile, on est allé justement à votre rencontre, vous les jeunes qui nous regardez aujourd'hui, pour avoir votre avis sur une certaine question. La nouvelle vient de tomber. En Belgique, les jeunes de plus de 16 ans devront se rendre aux urnes pour voter aux européennes. Cette obligation comprend également des sanctions. N'était-ce pas un pari risqué? Certains jeunes se foutent royalement de la politique et d'autres voteront pour les politiciens extrêmes. Ces mêmes personnes habituées à faire des raccourcis au lieu de pondre de vrais arguments.
Et voilà, donc ici, on a écouté le témoignage de Bruno. Que lui répondre? Est-ce que c'est vrai que le vote à 16 ans, du moins en Belgique, pour l'Europe, qu'en pensez-vous en fait? C'est un danger, c'est ça. Non, Ouais. ça me fait rire parce que l'argument, c'est celui qu'on a utilisé pendant des années contre le vote des femmes. C'est-à-dire en France, quand le Front populaire en 1936 a été élu, il voulait donner le droit de vote aux femmes. Et la première des réactions, notamment du Sénat, qui pourtant était de droite, c'est de dire non, mais les femmes, elles sont trop influencées par la religion, elles ne savent pas, elles ne lisent pas les journaux, donc on ne peut pas leur donner le droit de vote parce que vous comprenez, ça va être bien sûr. C'est-à-dire quand on ne veut pas faire quelque chose, on trouve toujours plein de prétextes. La réalité, c'est que bien sûr, il fallait donner le droit de vote aux femmes. Et bien sûr, si on peut donner le droit de vote aux jeunes, on donne le droit de vote aux jeunes. Ça veut dire qu'on les responsabilise. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on ait Quand je parlais tout à l'heure de l'information de la démocratie, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on parle aux jeunes. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand on entend la classe politique parler, on a vraiment l'impression que c'est les vieux qui parlent aux vieux, quoi. C'est Canal Vieux. Bon. J'ai rien contre le fait que des vieux parlent aux vieux. C'est très bien, parce qu'en plus, on a des histoires communes, et je me mets dedans. Moi, je vais raconter des trucs, mes enfants, ils vont me regarder. C'est comme moi, quand on me parlait de la guerre de 14, quoi. Ça ne me parlait pas. Eh bien, il faut donc trouver les bons mots pour les jeunes, parce qu'il faut les intéresser. Et moi, j'ai milité quand j'étais au lycée, j'ai milité aux Amis de la Terre, j'ai milité pour les écolos, donc j'étais tout à fait conscientisé, comme on dirait maintenant, et je ne me sentais pas plus con que ce que je suis maintenant, ni moins d'ailleurs, mais je veux dire, j'avais une idée sur la société que je voulais construire. Voilà, à l'époque, je ne pouvais l'exprimer que dans les manifs où j'avais pas le droit de vote, Et justement, du coup, est-ce que vous auriez des idées pour conscientiser davantage les jeunes? Je pense que déjà le droit de vote, c'est une manière de les responsabiliser. Donc c'est le début, c'est de leur dire, voilà, on va vous écouter. Après, il faut leur donner la parole. La première des choses, c'est qu'il faut arrêter la logique de toujours faire tomber d'en haut vers le bas. Il faut aller dans les lycées, il faut aller dans les. Si on vote à 16 ans, ça veut dire que dans les lycées, dans les facs. Moi, à chaque fois que je peux rencontrer des lycéens ici, à chaque fois que on ne peut pas tout le temps le faire, mais je dis toujours oui. Toujours. Quel que soit le contexte, parfois c'est des jeunes qui arrivent de milieux très défavorisés, parfois c'est des écoles beaucoup plus huppées, etc. Mais à chaque fois, je vois un intérêt. À chaque fois. Donc, mais il faut les écouter. Après, il va y avoir des entrées différentes. Mais je n'ai pas nécessairement les solutions. Mais après tout, est-ce que c'est toujours aux politiques en place d'avoir toujours les réponses à tout? Moi, j'ai besoin. Il y a plein d'assauts de jeunes. Je veux dire, moi, j'ai besoin de vous écouter, par exemple. C'est quand vous me demandez, est-ce que moi j'ai une opinion? Vous en avez sûrement, et vous en avez même peut-être 3 différentes. Eh bien, mettons-les sur la table. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on a besoin d'échanger, d'écouter et de dialoguer. C'est qu'on a souvent l'impression comme ça que la politique est un peu déconnectée de la jeunesse, mais des fois on se rend aussi un peu compte que la politique a l'air déconnectée aussi de la réalité de terrain. Et pour ça, Héloïse va vous expliquer une situation concrète et vous inviter à y réagir après. Oui, en fait, ici, j'aimerais bien parler d'une discussion que j'ai eue avec un ami à moi qui suivait du coup des études en ingénieur. Ouais. Et durant son cursus académique, il a eu l'occasion de réaliser un stage en tant qu'ouvrier dans une usine. Donc ça veut dire qu'il a travaillé à la chaîne, avec les horaires qui vont avec. Et donc ce type de stage permet de se rendre compte de la réalité du terrain, qui est autre d'un ouvrier que d'un ingénieur. Ouais. Et on peut penser par exemple aux étudiants en médecine qui pourraient aussi réaliser ce genre de stage en tant qu'infirmier. Ils le font. C'est ça. En médecine, ils le font. Oui, c'est ça. Mais du coup... Et donc j'amène ça ici sur la table pour penser à propos de cette pensée que l'on peut entendre souvent, que le monde politique serait éloigné de la réalité du terrain. Concernant tout d'abord cette pensée, êtes-vous d'accord, pas d'accord? Je me méfie toujours des généralités. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, là aussi, je ne vais pas tout ramener à moi, mais moi j'ai eu mon premier mandat, c'était ce mandat de député européen, j'avais 52 ans. Donc avant 52 ans, je suis pas resté, j'étais pas dans les appareils, j'étais pas dans les partis, j'ai bossé, j'ai commencé à bosser comme tout le monde à 16 ans pour payer, alors non pas mes études parce que ça serait prétentieux, mes parents m'aidaient beaucoup, mais pour payer mes vacances, je sais pas, ma première moto, enfin voilà, des trucs qui me tenaient à cœur. Et donc j'ai bossé. Je crois pas le fait d'avoir passé de 25 à 50 ans au travail.
ça me donne donc une vision. Je ne suis pas complètement déconnecté. Raison pour laquelle aussi je veux arrêter. C'est-à-dire que je ne veux pas rester trop longtemps dans les institutions, parce que le risque dont vous parlez il existe. Après, mon cas n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui ont fait toute leur carrière dans les institutions, qui ont été députés, puis députés européens, puis députés nationaux. Enfin bon, là, il y a un vrai danger, il y a un vrai risque de déconnexion. Les ingénieurs, alors dans ma génération, ça existait, hein, c'était toute la frange des maoïstes, ça s'appelait être établi, et donc ils partaient dans les usines, ils s'imposaient le fait d'aller dans les usines. L'école d'ingénieurs des arts et métiers en France oblige au stage ouvrier. Les médecins passent par des stages infirmiers très souvent, donc il y a des obligations comme ça de regarder. Moi, je me souviens d'un très grand patron qui avait une grande chaîne hôtelière et de restaurants, et dont le premier truc, c'était d'aller à la plonge pendant 6 mois. Donc, juste, bon, et ça ne l'a pas empêché d'être président, mais il a gardé une certaine vision et il a connu. Justement, qu'en est-il de la politique? Est-ce que ça serait une idée de faire des stages sur le terrain ouais, des politiciens? Bien sûr, mais là aussi, il faut que la politique, il faut faire de la politique, j'allais dire, quelque chose de pas sacralisé. C'est-à-dire qu'il faut sacraliser la démocratie. Oui, il faut la respecter, il faut permettre à des députés de pouvoir librement débattre, discuter, voter, ça c'est essentiel. On voit dans les pays, on parlait tout à l'heure, enfin, vous parliez de la Russie, vous parliez, mais il n'y a pas que, même au sein de l'Union européenne, on persécute parfois des journalistes, Donc il faut que la démocratie soit sacralisée. Mais nous, on ne doit pas être sacré. C'est-à-dire que oui, on doit aussi pouvoir, pourquoi pas, faire des stages, aller discuter, Après, il faut le temps. Hein, je ne sais pas comment on peut s'organiser, parce que ça, je pense que vous en êtes témoin, ça bosse au Parlement européen, vraiment. Donc, quand on veut le faire, hein, il y en a qu'on ne voit jamais. On ne va pas les citer ceux-là, mais bon, ils sont connus. Mais ouais, moi, des stages. Mais déjà, le truc, c'est qu'on ne s'accroche pas pendant 50 ans au mandat. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de cumul de mandats dans le temps trop long. Chez les Verts, c'était 3 mandats max. C'est déjà pas mal. Hein. 15 ans dans une institution, c'est déjà beaucoup. Voilà, il faut trouver des trucs comme ça, faire des pauses entre les deux. Mais il faudrait aussi pour ça qu'on puisse faire des allers-retours. Le problème qu'on a, c'est que moi, je l'ai vu, hein, y a des choses où j'étais crédible en tant qu'avocat, où je suis beaucoup moins en tant que politique. Parce que quand vous parlez en tant que politique, les gens ils disent ouais, est-ce que c'est sincère? Est-ce qu'ils le pensent vraiment? Donc c'est difficile, parce que vous allez faire un stage, les gens ils vont vous regarder un peu bizarre. Quoi. Dans le sens stage, c'était pour justement vous imprégner du Ouais, lieu de vie. je comprends. Mais il faut que les gens nous acceptent aussi. Mais moi, ça m'aurait très bien. Ça dépend quoi. Hein. Il y a des trucs que je n'aurais pas trop fait. Bah écoutez, en politique, on le sait, donc vous avez dit, hein, ça bosse, mais en même temps, en politique, quand on est dans un débat, on a envie d'exemplifier énormément, de donner ses arguments. Mais ici, on va faire un petit peu l'inverse. Je vous invite à jouer à un petit jeu avec Corentin. Donc les règles sont assez simples. Vous avez 2 minutes pour répondre à 15 questions, mais uniquement en répondant par oui ou par non. D'accord. Vous avez quand même droit à un seul joker. Je déteste le binaire, mais bon, on va y aller. Il va falloir y passer. On va tenter. Ouais. Vous êtes prêts? Allons-y. C'est parti. Endosser le rôle de député européen a toujours été un objectif pour vous? Toujours non. Voudriez-vous incarner une autre fonction au sein de l'Union européenne? Non. Les débats au Parlement européen sont toujours intéressants. Non. Êtes-vous globalement satisfait des décisions prises par le Parlement européen au cours de votre mandat? Votre dernier mandat, je précise. Oui. Globalement. Globalement. Vous avez bien dit globalement, oui. L'Europe devrait avoir plus de pouvoir sur les pays membres. Évidemment. Pardon, oui. L'Europe est suffisamment en phase avec ses valeurs et objectifs tels que la tolérance, Non, la solidarité. même pas besoin de finir. Allez. Craignez-vous la montée de l'extrême droite aux Oui. élections européennes? Vous savez bien plus vite que moi. Ouais, il y a des trucs, c'est tellement évident. La Commission européenne a-t-elle trop de pouvoir sur le Parlement européen? Oui. Pas trop de pouvoir, pas assez de contrôle. Mais bon, On va dire... on n'a pas assez de contrôle. Pas assez de contrôle. Les citoyens ont suffisamment confiance en l'Union européenne? Non. L'Union Ils ont tort. européenne... Ils ont tort. Attention, oui ou non? L'Union européenne est-elle encore un exemple de système démocratique? Un exemple. C'est Oui, une non. démocratie en construction. Oui. 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 C'est oui. Allez. Les médias remplissent-ils suffisamment leur rôle de contre-pouvoir? Joker. Il faut davantage de démocratie directe au sein de l'Union européenne. Oui. Plus que 3 questions. Autoriser les jeunes à voter à 16 ans est une bonne idée? Oui. L'Union européenne est-elle suffisamment à l'écoute de ses citoyens? Non.
Et enfin, l'Union européenne est-elle devenue une technocratie? J'ai pris le joker déjà. Je vous l'accorde- À la limite, je vous l'accorde si Il y a- vraiment vous ne savez pas vous décider. Il y a de la technocratie, oui. Ça n'est pas devenu une technocratie. Il y a Alors, de la non. technocratie dedans. Non, Alors, Globalement, ça- non, c'est pas une technocratie. Ce n'est pas facile, là, comme jeu. Non, Pas facile. mais non, parce que c'est des réponses. Chaque fois, certaines, la montée de l'extrême droite, j'ai pas de problème, c'est non, clac. mais il y a effectivement des sujets, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a trop de technocratie en Europe? Pour juste prendre, la réponse est oui, il y a trop de technocratie. Est-ce que l'Europe, c'est de la technocratie? Non, parce qu'on a des débats, on fait de la politique, il y a quand même des vrais échanges. C'est pas que de la technique, quoi. On va continuer sur une séquence qui est aussi un peu compliquée et technique, surtout parce que Corentin, dans la prochaine rubrique, c'est contradiction ou logique implicite. Donc, il a été dans des textes de loi, dans des directives ici européennes, à voir s'il y a des choses qui paraissent un petit peu contradictoires comme ça et voir si ça l'est réellement ou s'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Tout à fait. Alors, avant de poser la première question, je tiens juste à préciser qu'elle est relativement longue. Tout simplement parce qu'elle contient le cadre dans lequel elle s'ancre. Cela permettra à tout le monde, que ce soit sur ce plateau ou derrière les écrans, de bien comprendre la portée de la question. Alors, c'est la suivante. Comme expliqué durant toute cette émission, l'Europe fait face à un phénomène important de fatigue démocratique, alimenté notamment par un sentiment tout simplement d'immobilisme politique ou de non-écoute des citoyens. En effet, au sein de l'Union européenne, seule la Commission européenne peut formuler des initiatives, des propositions même législatives au Parlement européen, faisant donc primer, a priori, l'exécutif sur le législatif. Alors, certes, le Parlement européen peut interpeller la Commission européenne, mais ça laisse de côté, de nouveau, les citoyens. Alors, depuis 2009, il existe une possibilité, un mécanisme pour les citoyens européens d'interpeller la Commission européenne. C'est l'ICE, l'Initiative citoyenne européenne. Alors, sur papier, l'idée est très simple. Il faut 1 million de signataires européens pour que la Commission analyse, en gros, la proposition faite par ces mêmes citoyens. Bon, ça c'est sur papier. Dans les faits, depuis 2012, sur 133 ICE lancés, seulement 10 ont fait l'objet de réponses de la part de la Commission européenne. Et sur les 10, seulement 4 ont fait l'objet de mesures qu'on peut dire concrètes. Alors Pascal Durand, vous voyez venir, mais est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire de mettre en avant d'un côté l'initiative citoyenne européenne pour davantage de démocratie participative et d'un autre côté de donner suite qu'à un nombre très faible d'ICE? C'est pas contradictoire, c'est un peu trompeur. C'est-à-dire que c'est un peu comme la pub mensongère, quoi. C'est-à-dire que vous mettez en avant une qualité d'un produit qui finalement, à la fin, ne se retrouve pas. Moi, les initiatives citoyennes européennes, c'est un progrès considérable des traités de Lisbonne. Et donc, c'est une avancée majeure. C'est le fait, vous l'avez dit, 1 million. Il faut rajouter aussi dans 7 pays différents, ce qui est important. Parce Avec que des quotas. Et ouais, parce que sinon, on va avoir l'Allemagne qui va peut-être se mobiliser. 1 million en Allemagne, c'est possible, sur un sujet très, très allemand, alors qu'1 million réparti au sein de l'Union, c'est déjà quelque chose de plus intéressant. Mais la difficulté qu'on a, c'est que c'est effectivement, rien n'est pire que de donner un droit à des citoyens qui vont se battre pour dire, voilà, tel sujet est très important pour nous, 1 million de personnes, c'est quand même pas rien. Et derrière, la Commission dit, voilà, non, je ne peux pas. Parfois, elle le fait, alors sur l'ensemble, il y a certaines initiatives citoyennes qui juste ne correspondaient pas aux droits possibles de l'Union, puisque l'Union, elle est tenue par les traités, donc on ne peut pas... Ou ne remplissez pas les 1 million de signatures. Alors ça, c'est celle-là, on n'en parle même pas, elles ne sont pas arrivées jusqu'en haut. Mais même dans celles qui sont arrivées en haut, il y en a certaines. Par exemple, je me souviens, celle sur le TAFTA, sur le traité transatlantique, c'était pas recevable parce que, voilà. Bref. Mais globalement, nous, on avait demandé quelque chose, puisque vous l'avez dit, on n'a pas l'initiative des lois, c'est la Commission qui a l'initiative. Moi, j'avais demandé à ce que toute initiative citoyenne qui recueille le million de signateurs et les 7 pays, à minima, puisque je ne peux pas imposer, je ne peux pas faire un texte de loi, mais à minima, il y a un débat et une résolution au Parlement européen. Dans 100% des cas. Pour que au moins toutes les citoyennes et tous les citoyens qui se sont mobilisés puissent au moins savoir quelle est la position du Parlement européen sur leur sujet. Ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord. Moi, sur les initiatives citoyennes, il y en a, je peux expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord. Mais je trouve scandaleux qu'on n'y répond pas. C'est vraiment, pour moi, c'est un déni de démocratie total. Il y a des gens qui s'investissent, comme la conférence du futur, quoi. Des gens qui viennent le week-end, ils ont autre chose à faire, ils se font engueuler chez eux parce qu'ils ne sont pas là, ils abandonnent leurs gamins, ou au contraire. Bon. Donc, quand les gens font quelque chose, ils prennent la peine de faire quelque chose, respectons-les.
Et donc, faisons un débat et un vote. Et même si on vote contre, ils vont pas être contents. Mais au moins, ils vont voir que des députés ont travaillé et ont dit, voilà pourquoi on est contre. C'est déjà... Donc oui, il faut améliorer, mais il faut garder l'initiative citoyenne, mais il faut pousser plus. Et donc, effectivement, davantage positionné pour l'Union européenne. Alors, je fais une dernière question de façon très rapide, je la résume. C'est qu'effectivement, depuis 2024, eh bien, il y a des mouvements agricoles très importants au sein de l'Union européenne. Et eh bien, ça a mené récemment à des prises de décision de la part de l'Union européenne pour justement améliorer eh bien, la situation des agriculteurs. Sauf qu'en faisant ça, eh bien, l'Union européenne, c'est comme si elle découvrait, entre guillemets, les problèmes auxquels font face les agriculteurs. Problèmes qui existent depuis parfois eh bien, de nombreuses années. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire, Pascal Durand, eh bien, d'un côté, de se dire à l'écoute des citoyens et des acteurs de terrain, et puis d'un autre côté, eh bien, parfois, attendre qu'il y ait une paralysie économique totale pour mettre en place certaines décisions? Alors, j'aimerais que vous ayez raison sur le fait que les décisions que nous sommes en train de prendre en urgence vont améliorer la situation des agriculteurs. J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr d'abord parce que, et vous l'avez dit, on a mis en place un certain nombre de mesures. Et ces mesures, elles se mesurent sur le temps, sur la distance. Que par ailleurs, il y a des éléments contradictoires. Par exemple, la question de l'accès aux ressources. Il y a encore 50 ans, on avait besoin de l'eau, il y avait de l'eau partout. Maintenant, on voit qu'on est en train d'avoir des combats entre l'eau. Est-ce que je l'utilise pour l'agriculture intensive? Est-ce que je l'utilise pour, je ne sais pas quoi, les villes bon. Et tout ça, ce sont des sujets complexes. Donc, il faut entendre, bien sûr, ce que disent les agriculteurs. Après, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ne sombre pas un peu parfois dans la démagogie un peu rapide, en disant « Ah, mais il y a trop de normes, c'est les normes qui, etc. etc. » Ce n'est pas aussi simple que ça. Les normes, elles sont aussi nécessaires pour pouvoir vivre ensemble. Si demain, j'enlève tous les feux rouges et tous les stops dans la circulation dans la ville, ils vont être super contents, les gens. Ah, bah, je fais ce que je veux, d'accord. Sauf que je ne vous donne pas 2 heures pour que la ville soit complètement saturée et qu'il y ait des piétons écrasés, des cyclistes renversés, tout simplement parce que dans le tas, il va y avoir des gens qui ne vont pas respecter, j'allais dire, le vivre ensemble. Et donc, il faut des règles. Donc, sur les agriculteurs, c'est un vrai problème, bien sûr, hein, il y a un problème, mais moi, j'aimerais qu'on pose quand même le vrai problème. C'est le modèle agricole qu'on doit repenser. Et surtout, ce qu'on doit repenser, c'est la capacité d'avoir des textes qui visent à la fois le petit éleveur qui a ses 40 vaches, et puis le gros céréalier qui a 300 hectares. Et tant qu'on n'arrivera pas à dire qu'est-ce que doit en priorité aider l'Union européenne, est-ce qu'elle doit aider les petits éleveurs ou est-ce qu'elle doit aider tout le monde, y compris les gros céréaliers? Ça, c'est un problème politique. Et donc la contradiction, elle est dans le fait qu'on essaye de régler le problème de tout le monde sans avoir le courage, parce qu'il faut du courage politique, pour dire mais est-ce qu'on peut aider tout le monde? Et est-ce que finalement le modèle agricole, est-ce que les traités de libre-échange, quand j'importe de la viande, je demande à mes éleveurs, pardon d'être un peu long, mais c'est parce que c'est vital au sens premier. Un éleveur, vous lui demandez de respecter des normes, si vous voulez, et s'il le fait, ça lui coûte du fric, ça lui coûte du temps, ça lui coûte de l'énergie, parce que c'est plus facile de foutre du Roundup que d'aller désherber. Ok, mais s'il le fait, alors vous ne le mettez pas en concurrence avec des produits qui arrivent de l'autre bout de la planète et qui n'ont pas les mêmes contraintes. C'est juste une question de bon sens. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut que l'Allemagne accepte, par exemple, d'avoir des mesures de représailles sur ses voitures, que la France accepte de vendre moins de vin à tel endroit du monde, parce que, voilà. Ça, c'est du courage. Mais c'est du débat. Ce débat-là, on ne l'a pas eu. On ne l'a pas vraiment. C'est le genre de sujet sur lequel on voudrait débattre en long et en large. Et effectivement, on comprend totalement. C'est de la démocratie, ça. Effectivement, voilà, effectivement. Et on arrive du coup maintenant tout doucement à la fin de cette dernière émission. Je vais quand même clôturer avec Héloïse, avec un texte, puisqu'on vous l'a dit, on va chercher la parole des jeunes dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ici, un texte que tu vas nous lire. Oui, le texte de Dada qui s'intitule « Créons un monde juste ». Pourquoi la politique est injuste? Parce qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Je trouve que c'est la loi du plus fort qui est toujours la meilleure. C'est le plus fort qui domine le faible. À toutes les autorités du monde entier, veuillez considérer les faibles. Les faibles d'aujourd'hui peuvent devenir les forts de demain. Aimons-nous les uns les autres. Un dernier mot sur ce texte, Pascal Non, Durand. j'ai rien à dire, si ce n'est qu'on essaye. Franchement, il y en a qui se battent, qui se lèvent le matin pour essayer justement de changer le monde. Il faut qu'on y arrive, quoi. Voilà. Ouais. Merci beaucoup d'avoir participé à cette dernière émission. Merci de m'avoir invité, c'est un grand bonheur. Ça marque la fin donc, d'une grande aventure pour nous ici au Parlement européen. Je vais donc remercier grandement Héloïse Vanet et Corentin Melchior pour avoir fait toutes ces émissions avec moi. Ça a été
très intéressant. On a appris beaucoup de choses et on espère avoir appris aussi beaucoup de choses aux personnes qui nous regardent. Peut-être que vous nous reverrez peut-être un jour ici. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux. On a tout, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram. Vous pouvez découvrir tout ce qu'on y fait. On ne fait pas que ici de la vidéo au Parlement européen. On commence à la TV, on fait de la radio, on fait du texte, on fait des ateliers. Donc suivez-nous pour découvrir toute la suite. Et sinon, pour tout ce qui est élections européennes et les élections en général, c'est important de se faire représenter par des personnes qui nous ressemblent, des personnes qui portent haut nos valeurs. Donc utilisez votre vote. C'est le 9 juin pour les élections législatives européennes, mais il y en a aussi beaucoup du coup en juin, le fédéral, le régional, mais aussi les communales en octobre. Donc utilisez votre vote, c'est super important de bien se faire représenter. Merci beaucoup et à bientôt.